Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau de bravoure du programme de Terminal, la crise de 1929. Alors, oubliez tout de suite l'image d'un simple crash boursier. C'est bien plus que ça. C'est un véritable séisme qui a fait voler en éclats les certitudes du 19e siècle et qui a littéralement redessiné le monde dans lequel on vit. La grande question qui va nous guider, c'est celle-ci. Comment cette crise qui démarre à Wall Street a non seulement pu mettre le monde à genoux économiquement, mais a aussi forcé les États à réinventer complètement leur rôle au point de donner naissance à des modèles politiques qui vont s'affronter. Regardez bien cette image. 100 $ pour cette voiture. Paiement en liquide exigé. J'ai tout perdu en bourse. Cette simple pancarte, brandie par un investisseur ruiné à New York, elle nous en dit plus que n'importe quel long discours. Avec elle, on quitte le monde abstrait des chiffres pour plonger dans la réalité de la tragédie humaine. Le crash, ce n'est plus une ligne qui chute sur un graphique, non, c'est le visage de désespoir. C'est un homme qui vend à perte le symbole même de sa réussite des années folles. C'est de ce choc, de ce drame humain, que nous allons partir. Allez, on commence avec notre première partie. Ce qu'il faut absolument comprendre, et c'est la clé de tout, c'est que le crash de Wall Street n'est pas qu'une affaire américaine. C'est l'épicentre d'un tremblement de terre dont les ondes de choc vont se propager à une vitesse folle et déstabiliser la planète entière. Alors, comment le venin se propage ? Eh bien, c'est un effet domino implacable. Tout part de New York, en octobre 1929. Les banques américaines, prises de panique, font une chose simple. Elles rapatrient l'argent qu'elles avaient prêté à l'Europe, surtout à l'Allemagne et à l'Autriche, qui en dépendaient pour leur reconstruction. Résultat, sans cet oxygène financier, les banques européennes s'effondrent à leur tour, comme un château de cartes, à partir de 1931. Et là, c'est le chacun pour soi. Chaque pays se barricade, relève ses droits de douane. C'est le début d'une guerre économique qui va complètement paralyser les échanges mondiaux. Ce graphique, il est vertigineux. Regardez bien. En à peine 4 ans, la valeur totale du commerce mondial est divisée par 3. C'est colossal. C'est comme si les artères de l'économie mondiale étaient complètement bouchées. Bien sûr, les pays qui exportent des matières premières, en Amérique latine par exemple, sont touchés de plein fouet. Mais en réalité, personne, absolument personne n'est épargné. La crise financière est devenue une dépression économique mondiale. Face à un tel chaos, la vieille recette libérale du « laisser faire, laisser passer », l'idée que le marché se régule tout seul, eh bien elle ne fonctionne plus du tout. Aux États-Unis, ce désastre va pousser le pays à tenter une expérience radicale, une véritable révolution, le New Deal. C'est notre deuxième partie. Fin 1932, un nouvel homme est élu, Franklin Roosevelt. Et dès son premier discours, il met les pieds dans le plat. Il dit « Notre première tâche, la plus importante, est de remettre les gens au travail. » Tout est dit. La priorité absolue, c'est l'emploi. Et pour ça, l'État ne peut plus se contenter d'être un simple arbitre qui regarde le match. Non, il va descendre sur le terrain et devenir le joueur principal. Alors le New Deal, c'est pas une politique unique, c'est plutôt une énorme boîte à outils. On peut quand même voir 4 grands chantiers. D'abord, on lance des grands travaux, des barrages, des routes pour créer des millions d'emplois. Deuxièmement, on met la finance au pas. On régule les banques pour éviter qu'une telle catastrophe se reproduise. Troisième axe, on aide les agriculteurs qui sont ruinés. Et enfin, et ça c'est une quasi-révolution aux États-Unis, on commence à construire un filet de sécurité sociale. Derrière ces mesures très pratiques, il y a une révolution intellectuelle. C'est l'économiste britannique John Maynard Keynes qui en est l'inspirateur. Son idée est assez simple au fond. Quand le moteur de l'économie est à l'arrêt, c'est-à-dire quand ni les entreprises ni les ménages ne dépensent, il n'y a qu'une seule force qui peut le redémarrer, l'État. En dépensant massivement, même en se créant un déficit, l'État peut relancer la machine et restaurer la confiance. C'est la naissance de l'interventionnisme moderne. Ok, on a vu la réponse américaine. Maintenant, on traverse l'Atlantique. Et l'Europe, à ce moment-là, devient une sorte de laboratoire politique à ciel ouvert. Face à la même crise, les réponses vont être totalement différentes. Et ça, pour le bac, c'est un point de comparaison en or, parce que ça nous montre qu'une même crise économique peut aboutir soit au renforcement de la démocratie, soit à sa destruction. Commençons par un cas un peu à part, mais passionnant, la Suède. Pendant que le reste de l'Europe se déchire, la Suède va tracer sa propre route, une sorte de troisième voie, basée sur le dialogue, la redistribution et une forte protection sociale. L'idée forte derrière cette politique, c'est le Folkemet, qu'on peut traduire par le foyer du peuple. Le leader social-démocrate Per Albin Hansson imagine la nation comme une grande famille. Et dans une famille, on ne laisse personne sur le bord de la route. L'État a donc un rôle bienveillant, un rôle de protecteur. Comment on fait ça concrètement ? On négocie des compromis entre patrons et syndicats et on finance un système de protection sociale très généreux grâce à l'impôt. C'est l'acte de naissance de ce qu'on appellera plus tard l'État-providence. Allez, on rentre en France. Ici aussi, la réponse reste démocratique, mais elle ne se fait pas dans le calme. Elle naît d'une mobilisation sociale et politique énorme qui mène à la victoire du Front populaire en 1936. L'ambiance est électrique. Dans un pays paralysé par des grèves joyeuses, le gouvernement de Léon Blum réussit à mettre tout le monde d'accord. Ce sont les accords Matignon.
Et ce qui en sort, ce sont de véritables conquêtes sociales. Mais il faut bien se rendre compte de ce que ça représente. La semaine de 40 heures, d'accord, mais surtout les premiers congés payés. Pour la première fois de l'histoire, des millions d'ouvriers et d'employés vont pouvoir partir en vacances, découvrir la mer. C'est une révolution du quotidien, une politique qui cherche à la fois le progrès social et la relance par la consommation. Maintenant, on change radicalement de décor. On va du côté obscur. En Allemagne, la crise et le chômage de masse ne vont pas mener à des réformes. Elles vont mener à la destruction de la démocratie. Le désespoir des gens va être utilisé, instrumentalisé comme une arme. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils font froid dans le dos. En 1932, en Allemagne, près d'un travailleur sur 3 est au chômage. Cette misère généralisée jette un discrédit total sur la jeune République de Weimar, que l'on juge incapable de protéger son peuple. C'est sur ce terreau de peur, de colère et d'humiliation que les partis extrémistes, et surtout le parti nazi, vont prospérer. Cette affiche de propagande est un cas d'école. C'est un résumé parfait de leur stratégie. Analysons le slogan « Arbeit, Freiheit, Brot » travail, liberté, pain. Remarquez bien, les nazis ne proposent pas un programme économique complexe et détaillé. Non, ils offrent des réponses simplistes à des angoisses profondes. Ils promettent ce qui manque le plus aux gens, du travail, de quoi manger et une fierté nationale retrouvée. Ils font de la crise économique une arme politique pour dynamiter la démocratie et s'emparer du pouvoir. Alors, pour conclure cette analyse, qu'est-ce qu'on doit retenir? La crise de 1929, ce n'est pas un simple accident de parcours du capitalisme. C'est vraiment l'événement qui force les sociétés occidentales à repenser totalement le contrat social et le rôle de l'État. On assiste à un véritable changement de paradigme. C'est un avant et un après. Avant 1929, l'idée dominante, c'est le libéralisme. L'État doit intervenir le moins possible. Après la crise, c'est l'interventionnisme qui s'impose comme une évidence. L'idée que l'État a le devoir de réguler l'économie, de combattre le chômage et d'offrir une protection sociale devient la nouvelle norme dans tout le monde démocratique. C'est une rupture fondamentale. Bien, maintenant on passe en mode efficacité bac. On va condenser tout ce qu'on vient de voir en une fiche de révision ultra efficace. Prenez de quoi noter, c'est un concentré stratégique pour le jour J. Ce tableau comparatif, c'est votre meilleur ami. Il vous permet de tout visualiser d'un seul coup d'œil. Pour chaque pays, vous avez le leader, la solution politique choisie et, le plus important, le résultat politique. On voit parfaitement comment une même crise peut mener à des destins opposés, soit plus de démocratie, soit le totalitarisme. C'est cette capacité à comparer qui va vraiment faire la différence dans une copie. Passons au vocabulaire. Ces 4 termes sont incontournables. Savoir les définir précisément dans une copie, c'est un signe de rigueur qui plaît énormément aux correcteurs. C'est un moyen assez simple de montrer que vous maîtrisez votre sujet et de gagner des points. Attention, pour finir, 3 pièges classiques à éviter absolument. Premier piège, affirmer que le New Deal a résolu la crise. Non. Il a énormément soulagé la misère, mais c'est la Seconde Guerre mondiale qui mettra vraiment fin au chômage aux États-Unis. Deuxième erreur, séparer l'éco et le politique. Il faut toujours faire le lien entre les deux. Et enfin, le plus important, ne jamais étudier les pays en silo. La bonne question n'est pas qu'a fait la France, mais en quoi la réponse française est-elle différente de la réponse américaine ou allemande. Pensez toujours à comparer. Et je vous laisse avec une dernière question, une ouverture pour votre propre réflexion. Quand on regarde notre monde actuel, face aux crises, qu'elles soient financières, sanitaires ou climatiques, est-ce que les grands débats d'aujourd'hui entre protectionnisme et coopération, entre intervention de l'État et confiance dans le marché, ne vous rappellent pas étrangement les dilemmes des années 30 ? L'histoire ne se répète jamais à l'identique, mais ces leçons, elles, résonnent toujours très fort. À nous de savoir les écouter. Merci de votre attention.